Je suis Justine Morel et vous écoutez le rapport du légiste, le podcast d'Egora qui revient sur les grandes affaires médico-légales. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Michel Giroux. Désormais à la retraite, il a exercé pendant 38 ans comme médecin généraliste à Corvésia, dans le département de l'Ain. Il a aussi été médecin-chef des pompiers et il a participé à la création de l'unité médico-légale de Bourg-en-Bresse avec quelques confrères. Pour Egora, il revient sur une affaire marquante de sa carrière, l'affaire Roman. Trèves-Saint-Mauhain, 11 janvier 1993. En plein milieu de la nuit, une maison prend feu dans cette commune située près de Ferney-Voltaire, à quelques kilomètres de la frontière suisse. C'est la maison de la famille Roman. Vers 4 heures du matin, les pompiers arrivent sur place et tentent d'éteindre les flammes. À l'intérieur, ils découvrent les corps sans vie de Florence et de ses 2 enfants, Caroline, 7 ans, et Antoine, 5 ans. Le père, Jean-Claude, un médecin renommé, chercheur à l'Organisation mondiale de la santé, est inconscient, mais encore en vie. Il est immédiatement transporté à l'hôpital. Ce jour-là, le docteur Giroux est de garde. Il travaille chez les sapeurs-pompiers de Bourg-en-Bresse quand il découvre l'affaire. Mon colonel me passe le téléphone en disant « Tiens, je te passe le procureur qui veut te parler ». Ah bon, alors le procureur me demande de me déplacer à Ferney-Voltaire parce qu'il y a eu un problème médico-légal. Il m'en dit pas tellement plus et il fallait que je parte sur le champ. Moi, je dis au procureur que je travaille actuellement chez les pompiers, que je peux difficilement me libérer tout de suite, qu'il fallait attendre peut-être 18h, 19h pour que je puisse partir. Et mon colonel me dit « Mais non, vas-y, tu pars tout de suite ». Donc j'arrive sur Ferney-Voltaire et je découvre les cadavres de Florence Crollet, qui est décédée dans son lit, et de 2 enfants qui sont morts chacun dans leur chambre, et au premier étage d'une maison qui est en partie calcinée. Les pompiers étaient là, le lieutenant Chambol, qui était le chef des pompiers de Ferney à ce moment donné, nous a donné des indications qui nous ont très vite intéressés, parce que les portes étaient calfeutrées, c'était un peu planqué, quoi. C'était pas un incendie naturel, quoi. Le corps de Florence avait été brûlé chimiquement, elle n'était pas brûlée sur le ventre, elle était brûlée uniquement à un endroit de la cheville et du pied parce que le lit avait pris feu un peu à ce niveau-là. Mais ce n'était pas vraiment un incendie comme on voit dans les vrais incendies, quoi, où tout le corps est complètement carbonisé. Les brûlures étaient assez légères, globalement. Enfin, il y en avait certaines qui étaient importantes, mais globalement, en pourcentage, ce n'était pas des brûlures pouvant entraîner un pronostic vital, quoi. Donc, on fait les premières constatations, c'est ce qu'on appelle en médecine légale la levée de corps. Donc, on fait des examens et compte tenu du fait qu'on voit que les enfants sont déjà tués par balle, parce que ça c'est facile à découvrir, et que Madame Crollet a été massacrée au niveau de la tête avec des fractures du crâne évidentes, qu'elle avait un doigt cassé, qu'il y avait des scènes de brûlure, des scènes de... donc on demande, dans ces cas-là, pour bien faire son travail au procureur, l'autorisation de faire des autopsies. Autorisation qui était accordée sur le champ. On n'a pas tellement fait plus de recherches à ce moment-là. Les enquêteurs étaient sur place, faisaient leur métier, et nous, on est rentrés et on a décidé de faire les autopsies le lendemain, c'est-à-dire le 12, quoi. On était toujours deux médecins légistes par autopsie. Vu que c'était une jeune unité qui s'était créée à côté de Lyon, qui était notre aîné, et comme on n'avait pas de patron, on n'avait pas d'universitaire dans notre équipe, donc le procureur de chez nous avait dit on va vous mettre 2 par autopsie. Donc il y en a un en général qui faisait le rapport et l'autre qui faisait le travail. On découvre que Florence a été tuée par un objet contondant. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce crâne, j'ai mis longtemps à trouver dans la chambre l'objet qui pouvait correspondre. Alors on regardait, c'était pas
Il n'y avait pas tellement d'objets qui pouvaient correspondre, et on a trouvé un rouleau à pâtisserie qui était imprégné de sang et qui correspondait tout à fait à l'objet. Donc elle avait aussi un doigt qui était cassé, signe qu'elle a dû se protéger la tête pour éviter les coups. Et puis, on donnera dans les conclusions que Florence Roman est décédée des suites du traumatisme crânien avec fracture du crâne. Et que Caroline, qui était une jolie fille de 7 ans et demi, est décédée de plaies par balle, tirées au niveau dorsal de façon volontaire, par 3 tirs groupés ayant entraîné des plaies mortelles avec hypovolémie majeure. Voilà. Elle avait perdu beaucoup de sang. Et les 3 balles ont touché des organes vitaux, entraînant la mort très rapidement. Pour son frère, c'était pas 3 balles, c'était 2 balles. Et ils étaient à plat ventre, l'un et l'autre. Voilà. Pour les enquêteurs, ça ne fait plus aucun doute. Cette famille n'a pas été victime d'un accident domestique, mais d'un acte criminel. Les gendarmes décident de prévenir les parents de Jean-Claude Roman, qui habitent à Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura. Un membre de la famille, résidant dans les environs, se charge de leur annoncer la terrible nouvelle. Mais une fois sur place, ils découvrent les corps d'Aimé et Anne-Marie Roman, criblés de balles, ainsi que le cadavre de leur chien. Les procureurs de Lons-le-Saunier et de Bourg se sont entendus pour unifier l'affaire. Et comme c'est nous qui avions commencé, le procureur de Lons s'est désisté de cette affaire au profit du procureur de Bourg-en-Bresse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai récupéré les autopsies des parents. Je ne suis pas allé à Clairvaux, les corps ont été amenés directement à Bourg-en-Bresse. On a fait le même travail pour les parents que ce qu'on avait fait pour Florence et les 2 enfants. Oui, on savait que c'était la même arme, donc pour nous c'était déjà calé, quoi. Il suffisait maintenant de remplir les dossiers. C'était le même homme qui avait tué tout le monde, et toujours par des balles du même calibre, etc. Rapidement, les soupçons se tournent vers Jean-Claude Roman, seul rescapé de ces massacres. Lors de sa prise en charge par les pompiers, on a découvert qu'il avait ingurgité des barbituriques. Les enquêteurs veulent alors l'interroger, mais il a été placé dans un coma artificiel par les médecins de l'hôpital cantonal de Genève, avant d'être transféré à l'hôpital Saint-Julien-en-Genevois, à Annecy. Les médecins de l'hôpital ne savaient pas tout ça encore. Donc on le prenait comme un homme qui a été pris dans un incendie et qui avait un coma barbiturique, et que sa femme était morte et que ses 2 enfants étaient morts. Hein. Voilà. Donc pour le protéger, les médecins, pour le protéger, l'ont laissé dans un coma artificiel pendant quelque temps. Et c'est pendant cette période de 48 heures à peu près, où par contre à Lyon et à Bourg-en-Bresse ça s'excitait et tout le monde voulait interroger M. Roman. Et moi j'étais chargé de faire la transition entre l'hôpital de Saint-Julien-en-Genevois et le procureur général à Lyon et le procureur de la République à Bourg, pour les informer le matin à 9h et le soir à 17h dans quel état était à ce moment-là Jean-Claude Roman. En attendant de pouvoir l'interroger, les enquêteurs se renseignent sur le personnage. Après quelques coups de fil et interrogatoires, ils découvrent que Jean-Claude Roman n'a jamais travaillé à l'OMS et qu'il n'a même jamais été médecin. Ses journées, il les passait en fait dans sa voiture, garée sur un parking de supermarché ou sur des aires d'autoroute. Il faisait vivre sa famille en escroquant ses proches, prétendant placer leurs économies en Suisse. Mais ne voyant pas revenir leur argent, ils ont commencé à se poser des questions. Pour gagner du temps et attendrir son entourage, le faux docteur a prétendu avoir un cancer. Cette histoire n'a fonctionné qu'un temps. Sentant qu'il était sur le point d'être démasqué, Jean-Claude Roman a décidé d'assassiner toute sa famille. Le jour même, il a également tenté de tuer son ancienne maîtresse, Chantal Delalande. Les médecins, ils l'ont réveillé très progressivement, jusqu'au jour où ils m'ont dit vous pouvez dire aux autorités judiciaires qu'ils peuvent à partir de demain matin venir l'interroger. Et Jean-Claude Roman a été hospitalisé très vite à l'hôpital Lyon-Sud à Lyon, où il y a un service spécial pour les prisonniers, où il a eu un bilan assez complet
qui n'avait pas été fait avant. Et puis, et comme il s'est amélioré rapidement, les brûlures légères ont été guéries, les troubles respiratoires n'existaient plus, et le coma barbiturique s'est dissipé. Donc, il a été muté après du centre hospitalier de Lyon-Sud à la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? On a eu des compléments d'enquête. J'ai eu 17 ou 18 réquisitions par les différents magistrats, juges d'instruction dans cette affaire, parce qu'on nous posait des questions différentes. Après, c'était plus tellement de quoi était mort qui les intéressait, c'est dans quelles circonstances, est-ce que Madame Florence Crollet avait d'autres maladies, est-ce que les enfants avaient d'autres maladies, il fallait rechercher dans les dossiers médicaux s'il y avait d'autres problèmes, et dans le dossier du docteur Roman aussi, est-ce qu'il avait des maladies particulières, est-ce qu'il avait des troubles psychiatriques, est-ce qu'il avait on a eu ce genre de demandes, donc il a fallu refaire des examens, revoir le docteur Roman, pour lui poser d'autres questions, et moi je l'ai rencontré par exemple à la maison d'arrêt de Bourg. Moi je lui demandais s'il avait mal au ventre, s'il avait des problèmes articulaires ou s'il avait des troubles cardiovasculaires. Il me répondit oui ou non, je contrôlais sa tension, j'écoutais le cœur, j'écoutais les poumons, je palpais le ventre, comme font tous les médecins généralistes. Hein. Mais on n'avait pas, moi j'avais pas personnellement, dans les examens, relevé l'ampleur des problèmes psychiatriques du docteur Roman, au départ au moins. On savait que c'était quand même un profil narcissique, un profil mythomane, et que c'était un criminel. Donc ça, tout le monde le savait, parce qu'il y avait des titres partout. Mais moi, je ne suis pas psychiatre, hein, je n'ai pas à faire des rapports psychiatriques sur cette affaire-là. Moi, j'étais juste là pour les autres problèmes médico-légaux hors la psychiatrie. Par la suite, une reconstitution des meurtres de Florence, Caroline et Antoine est organisée. L'objectif est de déterminer le déroulement exact des faits. Le docteur Giroux et Jean-Claude Roman y participent. Au début, il voulait pas dire les choses. Au début, il disait pas comment ça s'était passé. Pour ses enfants, c'était très compliqué de nous dire qu'ils les avaient mis à plat ventre pour leur prendre leur température, en leur disant qu'ils avaient de la fièvre. Alors les enfants obéissants sont montés dans leur chambre, ils se sont mis à plat ventre pour que leur père puisse prendre la température classiquement par voie rectale, et pendant cette façon de faire, avec cette façon de faire, il a tué ses enfants en les tirant de dos et en mettant un oreiller sur la tête de sa fille. Voilà. Il a mis du temps à dire ça. Donc de temps en temps, il avait un malaise, donc on arrêtait la reconstitution. Le magistrat me demandait de le réexaminer pour voir s'il était apte à reprendre la reconstitution. Donc on arrêtait, je lui reprenais sa tension, je lui faisais les tests de conscience qu'on fait quand on a eu un petit malaise, la réactivité, la sensibilité, la marche, l'équilibre, tout ça. Et puis, comme tout se passait bien, je disais au magistrat qu'il peut reprendre le suivi de la chose. C'était du cinéma, mais à chaque fois, on était très méthodique, quoi. Je veux dire, il essayait de gagner du temps, et puis on essayait de réagir coup par coup. Voilà. Le procès de Jean-Claude Roman s'ouvre le 25 juin 1996 devant la cour d'assises de Bourg-en-Bresse. Michel Giroux, lui, assiste à 3 journées d'audience. En tant qu'expert, il est appelé à la barre pour présenter et défendre ses rapports. Comme je savais que c'était un dossier qui était très attendu, j'avais beaucoup travaillé avant les éventuelles questions qu'on aurait pu me poser. Et particulièrement tous les comas barbituriques. J'avais refait mon tuyau d'internat, comme on dit, sur les comas barbituriques pour être en mesure de répondre correctement en fonction des doses qu'on avait trouvées au premier, deuxième et troisième jour, les signes cliniques que présentait le docteur Roman. Alors il y avait ce problème, il y avait les problèmes d'incendie, ça j'étais plus à l'aise. Il y a les problèmes psychiatriques, on ne m'a pas posé de questions parce que ce n'était pas
ma spécialité. Et d'autres questions sur mon rapport, parce qu'on fait les rapports toxicologiques, les rapports des plaies, les rapports des coups mortels, les rapports des... Vous comprenez ? Puis il y a des choses... Alors, c'est incroyable. Pourtant, on est dans l'affaire. Et il y a des choses qu'on apprend énormément au procès d'assises. Parce qu'on ne connaît pas tout du dossier. Et heureusement qu'on arrive un peu à l'avance. Dans beaucoup d'affaires, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend qu'on ne savait pas. Parce qu'on ne nous dit pas tout de l'affaire. On nous dit que ce qui nous intéresse. On apprend qu'il avait été un fils unique, que ses parents étaient des gens assez simples, qui vivaient à Clairvaux, que son père était garde forestier. Et on apprenait sa vie, qu'il était un enfant assez brillant, qu'il a fait les études à Châtel, puis à Clairvaux, puis après qu'il est allé au lycée du Parc, où là il a eu les premières difficultés. Puis on apprenait toute la tricherie sur sa médecine. On apprenait qu'il s'était inscrit en médecine et qu'il avait arrêté à la fin de la 2e année. Qu'il était resté 10 ans inscrit en 2e année et que personne ne s'en était rendu compte. C'est le fameux mensonge de la 2e année de médecine. C'est-à-dire que quand vous dites à tout le monde que vous êtes en 3e année de médecine et que vous n'avez pas réussi la 2e, et qu'après en 4e, 5e, etc., quand à la fin vous dites que vous avez été admis à l'internat de Paris, sorti 5e, que vous avez une leucémie, que vous êtes suivi par le professeur Schwarzenberg, que vous connaissez le docteur Kouchner et que vous êtes invité chez lui, que vous comprenez, et que tout le monde se met à croire à ces histoires-là, vous ne pouvez plus descendre. Hein. Et puis c'est moi-je, c'est narcissique, sous un air assez calme. Parce que quand on a les rapports de la famille qui disaient qu'il était assez simple, dans les repas de famille, c'est pas lui qui se mettait en avant. Mais on savait quand même qu'il plaçait de l'argent à 17%, 18% en Suisse, même si c'était faux. Donc quand on avait besoin d'un conseil financier, on savait qu'on pouvait lui demander de mettre 5 000 francs en banque placés à 17%, qu'il le faisait, et sans jamais aucun reçu. Hein, je veux dire, que sa maîtresse lui donnait 900 000 francs, qui était le produit de vente de son cabinet. Tout ça, c'est ce qu'on apprend dans un procès. On connaît l'histoire. Il vivait avec 8 000 € par mois, avec BMW, machin et compagnie. Enfin, il avait un train de vie intéressant, hein, et qui déclarait rien aux impôts, ou juste le salaire des remplacements de sa femme en pharmacie. Enfin, je veux dire... on ne comprend pas qu'il n'a pas été pris avant, on ne comprend pas qu'il était à la merci d'un coup de téléphone à son bureau, d'un accident, il n'avait pas de carte vitale, il n'avait pas de sécurité sociale, que c'est une affaire qui a intéressé tout le monde parce qu'il y a tellement de choses incroyables dans cette affaire que ça a passionné l'opinion publique, hein. Ça a passionné tous ceux qui sont occupés de cette affaire, ont été passionnés, son avocat était passionné, les psychiatres étaient passionnés, tout le monde a écrit un livre sur l'affaire Roman. Jean-Claude Roman, qui a reconnu les assassinats, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. Décrit comme un prisonnier modèle, il obtient le 25 avril 2019 une liberté conditionnelle après 26 ans de détention. Bracelet électronique à la cheville, il quitte la prison de Saint-Maur, dans l'Indre, et s'installe dans l'abbaye de Fongombault, à une 60aine de kilomètres. Depuis son départ d'élu en 2022, il vit dans un petit village du département. C'était Le Rapport du Légiste, un podcast de Justine Morel, produit par Egora, à retrouver sur egora.fr et toutes vos plateformes d'écoute.